bonjour. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Radia Chirhlou. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Abdelkader Ben Saleh pour cette formidable initiative, pour ce débat qui s'annonce déjà riche et très intéressant pour accompagner le progrès social de notre pays. Je suis également très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, car aujourd'hui est la preuve tangible et concrète d'une promesse tenue qui a été exprimée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh et ses partenaires l'année dernière, qui se sont engagés à lancer le premier baromètre d'innovation sociale au Maroc. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer ce panel qui va retranscrire les principaux apprentissages de ce baromètre qui a connu la participation de plus de 200 organisations. Ce baromètre s'inscrit dans un contexte, comme le premier panel l'a rappelé, où l'innovation sociale connaît un intérêt croissant parmi l'ensemble des acteurs de la société. Et pour mieux profiter des avantages, du potentiel de l'innovation sociale, eh bien, il nous fallait comprendre où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qui composait l'innovation sociale, comment c'était perçu, comment c'était compris, comment les acteurs et qui se l'approprient. Et évidemment, aujourd'hui, sur des questions d'innovation sociale comme sur d'autres questions, la donnée nous permet de comprendre, la compréhension nous permet d'agir, et c'est bien dans ce contexte que nous sommes là aujourd'hui. Sans plus attendre, je voudrais inviter à mes côtés les panélistes avec qui nous allons échanger aujourd'hui. Le HEM Research Center est le partenaire privilégié de ce baromètre, et je voudrais inviter Madame Manel Abboubi, qui est également professeure à l'Université Mohamed V de Rabat et coordinatrice de la chaire Innovation sociale à HEM Research Center. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Le CMERES est le Centre marocain des études et des recherches sur l'entreprise sociale, qui sensibilise, qui forme, qui influence sur la question de l'entreprise sociale. Et je voudrais inviter à mes côtés M. Hicham Rsal, cofondateur et membre du bureau du CMERES, s'il vous plaît. Elle est directrice du Social Innovation Lab à l'UM6P. Je la cherche du regard. Bouchra Rahmouni, s'il vous plaît. Et je suis très heureuse également d'inviter à mes côtés celui qui a plus l'habitude de nous tendre le micro, Ayman Cherragui, qui est programme manager à la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Moi, je me mets là. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Avant de poser la première question à Ayman, je voudrais, s'il vous plaît, vous encourager à scanner le QR code qui va apparaître sur l'écran et qui vous permettra de poser les questions à nos différents intervenants et intervenantes. On va essayer de rester dans les temps avant de passer à la phase des questions-réponses. Merci encore à chacun et chacune d'entre vous. Ma première question va vers toi, mon cher Ayman, à qui je voudrais demander de nous raconter la genèse du baromètre de l'innovation sociale. Comment cette idée s'est imposée à vous et comment vous avez choisi de la mettre en œuvre. Merci beaucoup Radia. Test, voilà, ça marche, merci. Merci beaucoup Radia, merci chère audience, merci d'avoir fait le déplacement, de nous avoir honorés par votre présence aujourd'hui. Le premier panel l'a souligné à juste titre, l'innovation sociale aujourd'hui s'inscrit au cœur des préoccupations du Maroc et du développement socio-économique du pays. Et là, cette capacité à soulever des problématiques sociales, sociétales et environnementales, tout en proposant et en apportant des réponses qui sont économiquement viables, concrètes pour les territoires et à impact. C'est ça aujourd'hui la spécificité. On le savait déjà, l'innovation sociale, elle est connue par la multiplicité de ses formes et de ses manifestations. C'est un concept aujourd'hui, effectivement, qui mérite que l'on lui donne l'attention et l'étude nécessaires. La Fondation Abdelkader Ben Saleh a lancé depuis 2020 un chantier de réflexion sur l'innovation sociale,
notamment avec la publication du rapport en 2020, l'innovation sociale au Maroc, levier pour accélérer le mouvement. Ce rapport, il a identifié 35 leviers potentiels pour faire grandir la pratique de l'innovation sociale et aussi des collaborations gagnantes importantes que les acteurs peuvent co-adopter ensemble. Parmi ces collaborations gagnantes figurait effectivement l'idée d'avoir un observatoire de l'innovation sociale, un outil de veille sur l'innovation sociale. Et ce constat scientifiquement approuvé par le rapport, il a été aussi validé sur le terrain à travers des rencontres régionales que nous avions organisées en 3 éditions, 2020, à l'époque à distance à cause des conditions pandémiques, et ensuite en 2021 et en 2022. Du coup, la nécessité d'avoir cet outil de veille, il était à la fois confirmé scientifiquement, mais également par voie de concertation avec les acteurs. C'est dans ce sens, effectivement, que nous nous sommes tournés vers, effectivement, le centre de recherche HEM en tant que partenaire dans l'élaboration et la construction de ce baromètre dans sa première édition. Et ce, pour plusieurs raisons. Un, c'est un acteur incontournable sur la scène de recherche par rapport à la recherche-action. Deux, ils ont une spécialité quand même sur l'innovation sociale à travers la chaire innovation sociale que préside Mme Laaboubi d'ailleurs. Et aussi, à titre personnel, Mme Laaboubi faisait partie aussi du comité scientifique et des experts qui ont co-rédigé le rapport stratégique de 2020. Donc, c'était normal qu'on s'oriente et qu'on se rapproche d'eux pour pouvoir monter le baromètre en mode partenariat. Donc aujourd'hui, voilà aujourd'hui, je dirais, la genèse de ce travail et l'engagement de la Fondation, d'ailleurs avec le centre de recherche HEM, va au-delà de ça. D'ailleurs, prochainement, on sortira un rapport sur l'état de la recherche en innovation sociale au Maroc. Le CERB, qui était aussi un bootcamp pour les chercheurs et les doctorants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat social, innovation sociale. Donc voilà, ce mode de partenariat, effectivement, il s'étale sur d'autres projets en parallèle. Merci. Merci Ayman. Avant de donner la parole à Manel, je voudrais savoir que vous insistiez un peu plus sur le besoin auquel vient répondre le baromètre. Test, voilà, pardon. Donc, le besoin auquel vient répondre le baromètre est un besoin tout d'abord, je dirais, de vision. Et le baromètre vient offrir aux acteurs, aussi multiples soient-ils, secteur public, secteur privé, chercheurs, académiciens, entrepreneurs, praticiens, il donne une vision actualisée et chiffrée. Pour la première fois, nous avons des chiffres. Pour la première fois, nous avons des ordres de grandeur pour pouvoir quantifier à la fois des éléments, accélération, frein, état de lieu, etc., par rapport à l'innovation sociale. Et le baromètre offre aux acteurs une double perspective, à la fois micro, parce qu'il nous renseigne sur des pratiques individuelles et organisationnelles au sein des structures sur le terrain, mais également des éléments macro qui donnent, je dirais, qui visibilisent et qui aussi valorisent l'écosystème de l'innovation sociale en général avec la multiplicité de ces acteurs. En dernier lieu, je pense aussi que le baromètre offre à l'écosystème ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne dirais pas une feuille de route, mais quand même des orientations majeures, des orientations d'action pour les engagements futurs et les programmes futurs. Chaque acteur présent, quel que soit-il, privé, public, tiers secteur, pourrait, à partir des résultats du baromètre, tirer des principes d'action futurs pour leur feuille de route 2024, 2025. Ils nous renseignent sur cela et je pense qu'ils permettraient quand même d'aiguiser, je dirais, la pertinence de l'offre de développement que les acteurs peuvent construire à partir de l'année prochaine. Et on aura l'occasion par la suite de présenter ces résultats et de partager avec l'audience aujourd'hui les plus grandes findings, comme on dit. Merci. Merci beaucoup. Mais justement, avant que vous nous présentiez les principaux apprentissages, je vous donne la parole, cher Manel. La vision portée par la Fondation Abdelkader Ben Salah pour le baromètre a visiblement rejoint la vision portée par la chaire innovation sociale de HEM Research Center. Est-ce que vous voulez nous raconter quelle méthodologie et quels outils vous avez mis en place pour déployer ce baromètre? Merci beaucoup, Radia.
et quel plaisir de me retrouver aujourd'hui avec vous pour présenter un des fruits de notre partenariat très précieux entre la Fondation Abdelkader Ben Saleh et HEM, le centre de recherche de HEM, et particulièrement de la chaire Innovation sociale que je coordonne depuis maintenant 10 ans. Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure Aymen, ce travail de partenariat date de bien longtemps, où nous avons mené des réflexions sur d'abord quel est l'écosystème dans lequel évolue cette innovation sociale et comment nous pourrons, nous, en tant qu'acteurs, chacun dans le respect de ses spécialisations, apporter un regard qui pourrait faire avancer la thématique de l'innovation sociale. Et donc, aujourd'hui, je suis contente qu'on ait pu honorer, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, notre engagement. L'année dernière, c'était ma collègue Aziza Mahil qui a présenté au forum cet engagement et ce challenge de mettre en place un baromètre. Et je tiens à ce titre à saluer et féliciter l'équipe qui a travaillé sur ce baromètre. Aziza Mahil, qui est professeure à l'université Mohamed Hassan II, Selma Idrissi Boutaibi, qui est doctorante chez nous et qui est spécialiste en ESS. Je lui demande de se lever parce que je vous demanderai peut-être si vous avez des questions sur ça. Elle est notre spécialiste ESS. Et Youssef Ouazouz, qui est quelque part dans la salle aussi, qui est notre doctorant spécialiste en mesures d'impact. Il finit sa thèse dans les prochaines semaines sur la question de mesures d'impact et qui était notre interlocuteur et aussi la personne qui a mené les recherches sur le terrain. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre que beaucoup des personnes qu'il a contactées en one-to-one dans les régions de l'Haouz ont été fortement touchées par le séisme. Et donc, c'est pour dire à quel point on a été vraiment très proche aux répondants. Alors, pour répondre à ta question par rapport à la méthodologie, nous avons eu beaucoup de chance à ce que nos visions en termes de recherche-action avec la Fondation Abdelkader Ben Saleh se rejoignent. Parce que nous avons consacré quasiment 5 mois à une première phase de conceptualisation de ce baromètre. Ce qui est quand même un élément que je tiens à saluer fortement, parce qu'on aurait pu aller directement vers la collecte de données et puis passer plus de temps dans l'analyse. On a préféré s'inscrire dans une logique où on va d'abord conceptualiser ce phénomène et essayer de le contourner, d'essayer de le comprendre. Alors notre rôle en tant qu'académique et de chercheur était de faire un retour conceptuel sur ce que dit la littérature académique sur le concept d'innovation sociale, parce que justement, un des éléments phares du rapport publié en 2020 par la Fondation Abdelkader Ben Saleh était de dire que cette innovation sociale est finalement un concept à géométrie variable. Et chaque acteur, chaque type d'acteur peut se l'approprier de manière différente, mais de manière légitime. Donc, ça serait un peu audacieux, si ce n'est aventurier, de vouloir avoir une compréhension singulière, unanime au concept. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'innovation sociale, contrairement à l'ESS, n'est pas un élément sectoriel. C'est un concept que beaucoup d'acteurs peuvent s'approprier. Donc, on est parti du fait que c'est un élément qui peut être galvaudé, qui peut être compris de manière singulière et qui peut être subjectif. Et donc, on a passé 4 mois dans une phase de conceptualisation avec un effort de paramétrage conceptuel, de paramétrage spatial et de conception de dispositifs de collecte de données qui va être le plus approprié pour ne laisser sur le côté aucun des éléments qui seraient intéressants à exploiter et à explorer aussi. Donc, première phase, c'était ce paramétrage conceptuel sur lequel on a eu beaucoup d'échanges et des débats intellectuels sur le concept, sa définition, qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce que l'impact, quelle est la différence entre impact et additionnalité positive, entre impact et résultat, réalisation. Comment est-ce que nous, notre rôle en tant qu'acteurs très actifs, chacun de son côté, peuvent tirer vers le haut les débats en amenant des questions emblématiques sur le sujet. Donc, première phase, c'était la conceptualisation qui a pris quand même beaucoup de temps. Et puis après, on est passé à la phase d'opérationnalisation du baromètre pour aller vers les acteurs. Alors, ça pourrait être des porteurs de projets,
ça pourrait être des institutionnels qui encouragent l'innovation sociale ou des chercheurs qui travaillent, qui réfléchissent à la question, et tout autre acteur, partie prenante, intéressée ou intéressante sur la question. Et donc, nous avons construit une base de données avec la Fondation Abdelkader Ben Saleh, qui, encore une fois, s'inscrit dans la suite des travaux des régionales menés par la Fondation Abdelkader Ben Saleh sur les 5 régions. Donc, il y a une connaissance bien fine des acteurs actifs. Et on a été par la suite voir ces acteurs-là par différents moyens pour collecter ces datas. Alors, notre ADN de chercheur nous pousse à nous positionner dans un jargon épistémologique pour dire est-ce que nous sommes dans de l'induction, de la déduction, de l'hypothético-déductif, etc. Mais bon, l'idée derrière, c'est qu'on va construire un arsenal théorique qu'on va traduire en langage managérial, en langage compréhensif pour les acteurs, en français et en arabe, voire même en tamazight. C'est parce que les acteurs doivent comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Et donc cette phase d'opérationnalisation est passée d'abord par une phase de test, de hacking, que nous avons menée avec une sélection d'acteurs qui ont accepté de nous challenger pour qu'on puisse avoir accès à l'information telle qu'elle se présente dans l'esprit du répondant. En fait, on voulait à tout prix éviter le biais de la désirabilité sociale. On a cherché la subjectivité qui est dans l'esprit du répondant, parce que la réalité est construite à travers cette subjectivité. Alors que si on aurait fait une démarche qui va nous amener vers des discours qui sont bien travaillés, bien pensés, cela nous mènera vers des résultats qui vont être certainement très jolis, mais ce n'est pas ça le cœur du baromètre que nous avons voulu avoir. Et donc, deuxième phase de conceptualisation, et plutôt d'opérationnalisation. Et puis la troisième phase, qui est celle de l'analyse. Et là, il fallait faire parler les chiffres. Il fallait qu'on puisse déduire des tendances, déduire des résultats, et puis surtout, faire dégager des chantiers. Alors, on a beaucoup discuté du résultat. Est-ce que ça va être des recommandations? Est-ce que c'est des pistes de réflexion? Est-ce que c'est des grands chantiers? Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter Bien tout sûr. à l'heure. Donc, juste pour dire que rien que cette partie-là a fait l'objet d'une grande réflexion de qu'est-ce qu'on fait de ce baromètre-là, finalement, avec les acteurs qui travaillent sur la question. Merci beaucoup, Manel. Je suis très sensible au fait que vous ayez souligné que, aussi bien que Ayman, que cet outil était un outil supplémentaire, complémentaire à la concertation et à l'écoute de la compréhension des parties prenantes pour aller de l'avant, justement, dans l'intégration de l'innovation sociale et ce souci de pédagogie ô combien nécessaire, qui est un choix, ma foi, courageux. À vous deux, vous avez fait un teasing extraordinaire. Je pense qu'il est temps que vous nous présentiez ensemble les apprentissages du premier baromètre de l'innovation sociale. Je crois que vous avez un support. Et je tiens à rappeler également, n'hésitez pas à poser vos questions. Je n'en ai pas encore qui arrivent sur l'écran de ma tablette, mais j'attends vos questions avec grande impatience et on pourra y répondre à la fin de la présentation. Nos amis à la régie, voilà, on démarre la présentation. Alors, le baromètre, on va présenter ici les résultats les plus saillants du baromètre. Il se compose de 5 grands piliers que nous allons présenter, Ayman et moi. Mais avant cela, on voudrait vous présenter quelques chiffres clés qui sont sortis du baromètre. Alors, un des chiffres, c'est que 38% des acteurs de l'innovation sociale sont principalement des associations. Alors, cela rejoint un petit peu l'idée que l'innovation sociale se rapproche ou a des juxtapositions avec l'économie sociale et solidaire.
Et ça a le mérite à ce qu'on puisse par la suite s'arrêter sur cette question-là. Comme ça a été dit tout à l'heure par Sibn Moussa, il y a clairement une différence entre les deux concepts et toute organisation peut s'approprier l'ISS. Et donc, d'où l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on a très peu de grandes structures, de grands acteurs économiques qui ne s'intéressent pas aujourd'hui à cette question d'ISS, combien même ils étaient interrogés dans notre échantillon. 39% des innovations sociales sont liées à la question de l'inclusion socio-économique de certaines populations fragilisées, notamment les jeunes et les femmes, et particulièrement le milieu rural. 36% des pratiques innovantes vont beaucoup verser sur le type de partenariat et sur comment on construit des partenariats innovants, explorer de nouvelles manières de faire entre les acteurs de l'innovation sociale. En termes de financement, on a constaté, enfin le baromètre a montré fidèlement qu'il y a 40% des financements sont principalement des subventions qui viennent du secteur public, très peu du secteur privé et beaucoup sont des financements propres. Alors on reviendra sur cet élément-là tout à l'heure en termes d'accélération et de frein pour les innovations sociales. Et puis, un élément sur lequel on a interrogé les répondants, c'est sur quoi portent les innovations sociales. Et on les a interrogés sur les 17 ODD. Et alors, sans surprise, on s'est retrouvé avec 13% qui placent le contenu des innovations sociales en matière de croissance économique et de travail décent. Hein, ODD 8. Voilà, le 8. Et le 4 qui est l'éducation, encore une fois. Donc il y a une forte concentration des efforts d'innovation sociale aujourd'hui sur la question de l'innovation, de l'éducation, quand bien même, et c'est un enjeu prioritaire. Maintenant, à côté de cela, il y a d'autres enjeux qui méritent à ce qu'il y ait attention sur ces éléments-là. Donc, ceci sont les principales tendances qui se dégagent du baromètre. Après, slide suivante, c'est en termes de répartition géographique de nos répondants. Vous allez voir que donc, sur ma gauche ici, on a les 3 phases de conceptualisation, la phase empirique et la phase d'analyse de données que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis nous avons la répartition de nos répondants sur les 5 régions. Alors pourquoi les 5 régions ? Parce que comme cela a été expliqué, le baromètre vient dans la suite des débats et de la dynamique engagée au préalable par la Fondation Abdelkader Ben Saleh dans 5 régions. Et donc nous avons souhaité pour cette première édition capitaliser sur cette dynamique-là existante sur ces 5 régions pour aller interroger des acteurs de ces régions-là. Ça ne veut pas dire que le baromètre ne sera que sur ces régions-là dans le futur. Mais en tout cas, c'était aussi un des éléments du paramétrage spatial qui a fait grand débat, était de dire, nous avons une connaissance bien fine de ces régions-là, allons voir ce qui se passe dans ces régions. Donc nous avons la région de Tanger, Tétouan, le Husseima avec 40 réponses, l'oriental avec 39 réponses, Marrakech Esfi 71, Dra'at Filelt 23 et l'Ayoun Sahia al-Himra avec 27 réponses. Alors, on a tenu à ce qu'on obtienne 200 réponses complétées et exploitables avec une répartition peut-être pas équitable sur les 5 régions, mais ça se justifie. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Par contre, on a tenu à ce qu'il y ait représentation des répondants en fonction de la dynamique. Ça veut dire que sur certaines régions, par exemple la région de Marrakech-Esfi, est connue pour être beaucoup plus active sur certaines questions. Donc on a tenu à ce qu'il y ait plus de répondants. Et donc en termes de collecte de données, l'équipe a fourni plus d'efforts pour avoir des répondants équilibrés sur cette région-là plutôt qu'une autre. Et je continue avec l'autre slide. Donc ici, maintenant, on va commencer avec les 5 grands piliers du baromètre. Et le premier, c'est la perception. En fait, on s'est posé la question, quelle définition, quels mots les acteurs mettent sur cette question d'innovation sociale.
Et là, c'était un régal pour nous en tant qu'académiques parce que ça nous a permis d'aller chercher dans la littérature les différentes conceptions, les différentes théories qui existent et aller exposer ces théories-là aux yeux des répondants. Donc, comme vous voyez ici dans le spider, on a 6 dimensions sur lesquelles elles contiennent chacune des sous-dimensions et elles sont toutes aussi importantes que urgentes que cruciales. Et donc, on a évité à ce qu'on demande aux répondants ce qu'ils en pensent, mais on a poussé la réflexion pour que même, ce que je disais tout à l'heure, je cherchais la perception subjective du répondant en allant lui demander de positionner, par exemple, sur la question de l'impact social. On a posé 3 variables, par exemple, la présence d'un impact, l'appropriation de l'impact par les différents acteurs et l'ancrage territorial de l'impact. A priori, ces 3 sous-dimensions sont aussi importantes les unes des autres. Donc, ce que nous avons cherché, c'est demander aux acteurs de répondre, de classer ces 3 sous-dimensions par ordre d'importance. Ce qui nous donne une première vue, qui est celle-ci, des grandes tendances qui, aujourd'hui, sont importantes aux yeux des répondants. Et donc, l'innovation sociale est perçue comme une réponse nouvelle à un besoin. Ça aurait pu une réponse classique à un nouveau besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore un fond de besoins socio-économiques qui est encore là, mais pour lesquels il faut penser à des solutions qui sont nouvelles. Un caractère innovant, ça veut dire qu'il devrait y avoir une forme d'innovation qui caractérise la solution. De nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire. L'accent, pour le moment, en termes d'innovation sociale, est porté sur la question du bien-être des bénéficiaires. Ça veut dire qu'on va à chaque fois associer une innovation sociale à qui en bénéficie et quel est l'impact sur le bien-être de ces bénéficiaires. La diversité des acteurs va venir nous éclairer sur la question de parties prenantes. Alors pour ceux qui sont un petit peu habitués à cette question-là, il y a des théories sur les parties prenantes, il y a des départements aujourd'hui qui travaillent uniquement sur les questions de parties prenantes, il y a de quoi faire des thèses de doctorat sur les parties prenantes. Et donc ici, c'est aussi important de voir, quand on parle de parties prenantes, qu'est-ce qui est important aux yeux des acteurs. Rien que le fait qu'il y ait une diversité des parties prenantes était un élément important, beaucoup plus que la dynamique, et le fait qu'il y ait présence d'un impact. On n'est pas aujourd'hui au stade de dire qu'est-ce qui est impact, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment je mesure cet impact-là, comment est-ce qu'on pourrait avoir une compréhension commune d'un seul impact, d'un seul projet, ou est-ce que la question de l'impact, tout comme la question de l'innovation sociale, est à géométrie variable. Alors, ça, c'est par rapport à la question de la perception. Et notre souhait, c'est qu'on arrive en version 2, version 3, à voir le même graphique, mais avec des nouvelles évolutions, pour qu'on puisse tracer, à la fois comprendre comment les choses évoluent, mais driver les changements et les recommandations, peut-être les chantiers futurs. Ça, c'est le premier point qui est la perception. Le deuxième point est plutôt sur l'état des lieux. Donc ça, c'est le slide suivant. C'est l'état des lieux. Donc, ce que nous avons questionné, c'est sur quoi travaillent aujourd'hui les acteurs. Alors, vous allez voir sur le graphique en bas, on a les 17 ODD. Et nous avons demandé aux répondants de se positionner sur les 17 ODD. Alors, il y a cette question de travail décent et de croissance économique qui occupe la première place, avec la question du partenariat pour la réalisation des objectifs. Et en troisième lieu, il y a l'éducation de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec ces résultats pour le moment? Si je fais parler les chiffres, on va dire qu'il y a une forte concentration sur ces thématiques-là. Et donc, en termes de chantier, on en parlera tout à l'heure, est-ce que dans des logiques territoriales, il faudra continuer à travailler sur ces chantiers-là, ou est-ce que dans une logique d'innovation, il faudra peut-être aller chercher d'autres besoins qui, pour le moment, ne sont pas encore
mises en évidence, sur lesquelles il faut être précurseur. Mais aussi, c'est les acteurs qui ont le choix de se positionner. Est-ce qu'on continue sur ces éléments-là parce qu'on a développé une forme d'expertise, ou est-ce qu'on est innovant pour aller chercher d'autres éléments? Alors, en termes aussi des formes d'innovation sociale, la littérature est bien riche sur cette question-là pour dire est-ce que l'innovation porte sur des produits, sur des services, sur des types de partenariats ou sur le développement de partenariats et de collaboration. Et encore une fois, on n'est pas dans l'innovation produit, on n'est pas dans l'innovation service, mais on est dans l'innovation du comment. Ça veut dire qu'on va continuer à travailler ensemble avec les mêmes partenaires sur les enjeux classiques sur lesquels on a l'habitude de travailler. Par contre, nous allons explorer de nouvelles manières de collaborer. Et c'est comme ça que l'innovation sociale, à l'état actuel aujourd'hui, est pratiquée. Alors, le slide suivant, toujours sur la question de l'état des lieux, va plutôt positionner les projets d'innovation sociale sur le continuum classique d'un développement de projet entre la formulation du problème, le développement, l'expérimentation et l'accélération. Et donc, on voit quand même, il y a 50% des projets que nous avons interrogés sont en phase d'élaboration. Alors, c'est vrai que ça nous sort de la phase de formulation pour dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une dynamique nouvelle. C'est un signal rassurant pour dire qu'on évolue. Et ça nous donne aussi tout un champ sur la question de l'accélération. Et donc, c'est aussi en termes de learning, sur quoi est-ce que nous devrions travailler plus tard. Donc, il y a un énorme chantier en termes d'accélération qu'il va falloir mener, peut-être en termes d'innovation et être précurseur, parce qu'il va falloir accompagner toutes ces entreprises qui sont en expérimentation aujourd'hui, en développement, pour les amener vers une bonne accélération et non pas un déclin des projets, pour ne pas les perdre. Et donc, on est clairement dans la théorie du tuyau troué pour qu'il y ait moins de déperdition de ces innovations en cours de route et qu'on puisse sauver un maximum, enfin sauver, c'est peut-être garder, pour être plus optimiste, amener un maximum de projets vers l'accélération pour qu'ils puissent devenir de vrais moteurs économiques. Et socio-économiques, ça découle de soi. Voilà. Je céderai peut-être la parole à Ayman pour continuer sur la question des accélérateurs. Oui. Avant ça, brièvement, sur le slide suivant, rapidement un mot sur les facteurs stimulants de l'innovation sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, on a interrogé les acteurs sur le terrain par rapport à quels sont aujourd'hui les facteurs qui stimulent l'apparition et l'adoption de l'innovation sociale. Parmi les facteurs, je dirais, organisationnels, et on l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la pluralité des acteurs, et il y en a beaucoup, qui s'intéressent à l'innovation sociale, qui l'adoptent. Même il y a des entreprises privées, il y a également des organismes publics qui innovent socialement à travers leurs projets, mais les acteurs les plus actifs et qui permettent à l'IS au Maroc de se développer, de se propager plus grandement, c'est effectivement les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite viennent les entrepreneurs sociaux / les startups à impact qui permettent de mieux stimuler l'apparition des innovations sociales. Deuxième forme, je dirais, de driver d'action, c'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons des acteurs qui adoptent l'approche de l'innovation sociale, alors, parmi les choses effectivement qui motivent leurs équipes, leurs organisations à y aller et à l'adopter massivement, c'est qu'ils savent en quelque sorte que l'approche permet tout d'abord la recherche de l'intérêt commun parce qu'elle est co-construite avec les bénéficiaires / participants / clients, peut-être c'est l'approche entrepreneuriale. Deuxièmement, l'innovation sociale, elle permet de favoriser le travail collaboratif et elle permet d'avoir accès à une pluralité d'acteurs. Donc en soi, le fait de travailler avec une pluralité d'acteurs, le fait d'avoir ce travail collaboratif est en soi un élément qui permet d'accélérer l'innovation sociale parce que toute innovation, elle est co-construite, ancrée territorialement et elle est à impact en plus. Dans le slide suivant,
là, on va toucher à la question d'accélération. Effectivement, on a posé à nos répondants, aux acteurs sur les territoires, des questions par rapport aux accélérateurs et par rapport aux freins. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, à leur avis, permet d'accélérer l'innovation sociale? Et nous en sommes sortis avec 3 types d'accélérateurs. Il y a ce qu'on appelle les accélérateurs, les indispensables, les must-to-have. Et aujourd'hui, les acteurs se sont mis d'accord sur le fait que pour qu'il y ait une accélération de l'innovation sociale, il faudrait qu'il y ait tout d'abord des moyens financiers et avoir les moyens de ses ambitions. 2, il faudrait qu'il y ait des ressources humaines compétentes qui permettent de relever ce défi d'un point de vue organisationnel. 3, il faudrait effectivement, nous sommes toujours sur le slide des accélérateurs indispensables, s'il y a moyen juste de revenir un slide en arrière. Et troisièmement, donc les ressources humaines et les ressources financières sont très importantes et indispensables, selon les acteurs, pour réussir l'innovation sociale et bien sûr aussi la disponibilité des porteurs de projets en termes de disponibilité et de leadership, surtout de ce porteur de projet en soi, qui est peut-être l'élément central, et on reviendra là-dessus par rapport à l'autre slide. Slide suivant, il y a ce qu'on appelle les accélérateurs support. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, c'est comme un backbone organisationnel à l'innovation sociale. C'est effectivement des accélérateurs qui permettent de faciliter la tâche. C'est le cadre légal, l'urgence du problème, et on l'a vécu dernièrement avec le séisme de l'Haouz, l'urgence du problème permet de développer les innovations. Et on a vu que la société civile marocaine a innové réellement dans les méthodes d'apporter du secours et d'apporter de l'aide aux populations qui ont été touchées. Le phénomène d'innovation est apparu parce que le problème était urgent. Ensuite, nous avons, c'est un accélérateur important, c'est l'accompagnement d'ailleurs, le mentoring du porteur du projet. L'importance du problème soi-même est un facteur d'accélération, et aussi la mobilisation de multiples acteurs autour du projet, c'est effectivement un accélérateur support. Par la suite, il y a une troisième famille d'accélérateurs, ce qu'on appelle souhaitables. Je pourrais dire peut-être nice to have. C'est des accélérateurs effectivement souhaitables. Le slide suivant, s'il vous plaît. C'est effectivement des éléments qui ne sont pas indispensables, mais nice to have, le fait de les avoir permet effectivement de faire accélérer le mouvement. Le fait d'avoir un brevet d'invention, une licence pour votre innovation, c'est un facteur important d'accélération. Le fait que vous connaissez, que vous êtes à l'aise en tant que porteur de projet avec les démarches administratives, avec l'organisation politico-administrative du territoire dans lequel vous agissez, la disponibilité des moyens technologiques, la réputation des parties prenantes, ça a été souligné aussi avec les acteurs. Avec qui je m'assois autour de la table, avec qui je mets la main dans la main pour porter l'innovation ensemble, et la disponibilité des outils de production dans la logique prototypage, dans la logique capacité à développer et à concocter la solution sur le terrain. Ça, c'est la partie accélération. Mais on a posé aussi des questions sur les freins. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre capacité à innover socialement? Slide suivant, s'il vous plaît. Et parmi les freins principaux, excusez-moi, j'ai zappé cette partie qui est très importante, parce qu'effectivement, il y avait des croisements très intéressants que l'équipe HEM Centre de Recherche ils ont pu faire en croisant les grands éléments de l'étude à travers des données territoriales et à travers la typologie d'acteurs. Rien à titre d'exemple, un focus sur les régions, vous allez voir le petit carré en bleu ciel, les acteurs de la région de Marrakech-Asfi par exemple, on insistait sur le fait que l'urgence du problème social est le plus grand facteur d'accélération. Et d'ailleurs, ça a été fait avant le séisme. Avant le séisme. Hasard des circonstances, c'est malheureusement cette région, effectivement, qui va être confrontée quelques semaines plus tard à l'urgence, effectivement, de ce défi social qui va se poser. Et il y a aussi, par exemple, par rapport aux acteurs, nos répondants qui appartiennent aux organismes publics, ils considèrent que la disponibilité des ressources humaines compétentes est le véritable facteur d'accélération, et ça nous renvoie effectivement sur la question de la compétence des cadres de l'administration territoriale, de l'administration publique, dans le fait d'accompagner effectivement les acteurs de changement. Par rapport aux freins, il y a une multitude. Et vous allez voir un schéma intéressant, slide suivant. Regardez la multitude des freins aujourd'hui que confrontent les innovateurs sociaux. Et vous allez voir qu'il y a quand même un certain rapprochement dans les chiffres. Il y a quand même
à une certaine, je ne dirais pas un certain équilibre, mais quand même la distribution des freins, il montre qu'il y a une multitude. Mais à la tête de ces freins, le frein financier, ça a été souligné tout à l'heure, les freins des ressources humaines et leur disponibilité et le cadre légal, effectivement, dans lequel agissent ces gens. Et parmi, par exemple, les freins financiers, nous avons effectivement en premier lieu la difficulté d'accès à des fonds et un financement adéquat. Et on va explorer cette piste lors des recommandations Grand Chantier, et aussi le manque des fonds propres du porteur du projet, le manque des fonds propres de l'initiateur de l'innovation est un frein également. Nous avons également par la suite d'autres freins que nous pouvons voir ensemble rapidement. Slide suivant, s'il vous plaît. Par exemple, effectivement, freins liés par exemple aux ressources humaines, parmi les freins cités en premier lieu. Effectivement, il y a un manque par rapport aux compétences spécialisées. D'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus avec nos partenaires, HEM Research Center et d'autres aussi, sur le fait de proposer un contenu de formation, un contenu de renforcement de capacité pour les entrepreneurs sociaux. Nous faisons cela d'ailleurs à travers notre programme d'incubation sociale d'Arabticar. Nous sommes en train effectivement d'organiser des séminaires d'initiation, et tout ça pour outiller le porteur de projet, outiller son équipe pour qu'il puisse être mieux, je dirais, outillés pour porter leur projet d'innovation sociale. Là aussi, il y a des chiffres intéressants par rapport aux régions. Par exemple, là, la région de Tanger, Tétouan, Hossima, il considère que les freins liés aux ressources humaines sont les plus importants. D'autres régions mettent le focus sur les freins financiers. Ça veut dire, cela nous renseigne principalement sur le principe de territorialité des enjeux et des formes de l'innovation sociale. On peut dire aujourd'hui avec un minimum requis de certitude que l'innovation sociale ne peut être appréhendée dans une dimension nationale globale. Aujourd'hui, sans territorialité dans la compréhension et sans territorialité dans l'action, on ne peut pas créer de l'impact social, et les résultats de baromètre le soulignent clairement. Dans dernier lieu, nous allons justement, avec Manel, passer à la partie grand chantier aujourd'hui, et je dirais recommandations. Manel, je vous balance rapidement la main. Oui. Merci. Alors, je reviens sur cette question qui a fait débat entre nous, d'abord, équipe du projet, pour dire, les résultats sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la logique déductive fait qu'il faudra qu'on soit les plus fidèles à nos chiffres. Et on ne peut pas dire au-delà des chiffres ce qui en est. Alors, est-ce qu'on part vers des recommandations? Est-ce qu'on part vers des pistes de réflexion? Est-ce qu'on part vers des chantiers? Et donc, ce que nous présentons ici, c'est d'abord fidèlement ce que les résultats du baromètre nous disent et le chantier qui est ouvert aux acteurs pour pouvoir réfléchir ensemble à que devons-nous faire par rapport à ce résultat. Donc, un des premiers résultats, c'est cette question du contenu de l'innovation sociale. Tous les contenus versent vers principalement 3 objectifs du développement durable. Prioritairement, il y a le travail décent et l'inclusion. L'inclusion socio-économique de certaines populations fragilisées, notamment les femmes, les jeunes et dans le milieu rural. Et donc, dans la suite de cette idée de territorialité, le chantier que nous lançons ici aux acteurs, qu'ils soient de nature économique, institutionnelle, associative, académique ou autre, c'est de réfléchir à des outils de territorialité, d'analyse des enjeux. Il nous paraît totalement absurde à ce que chaque acteur mène sa réflexion de matérialité tout seul, très légitimement, en déduit les enjeux qui correspondent le mieux et qui sont les plus fidèles à l'ADN de son engagement socio-économique, et vient le mettre à côté des autres enjeux des autres acteurs. Aujourd'hui, le chantier très audacieux, j'avoue, que nous voulons lancer, c'est une dynamique territoriale d'analyse des enjeux prioritaires sur les territoires. Il est important à ce que les acteurs se mettent ensemble à réfléchir aux enjeux sur lesquels ils doivent, ou il est souhaitable et préférable à ce qu'ils versent leurs énergies sur ces mêmes enjeux, plutôt à ce que chacun puisse y apporter une solution tout seul. Alors, en termes de déperdition d'énergie, c'est énorme.
2, en termes de mesure d'impact, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, on peut aller dans la logique cumulative. Ça veut dire que le cumul de l'impact de l'un va venir compléter celui de l'autre. Or, aujourd'hui, on ne peut pas méthodologiquement se le permettre. Et chacun va avoir son impact tout seul sur le territoire. Alors que cette logique de compréhension des enjeux sur un territoire qui doit se faire de manière collective et partenariale va nous amener plus tard à pouvoir estimer à leur juste valeur les impacts de ce que nous faisons et d'éviter les doublons. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'éducation est encore un enjeu criant, mais est-ce qu'en mutualisant les efforts, on n'arriverait peut-être pas à à des résultats beaucoup plus pertinents? Je te laisse présenter le deuxième. Oui, justement. Ouais. D'ailleurs, par rapport à cette question d'accompagnement qu'on a soulevée tout à l'heure, et les résultats ont été exposés par Manel par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, l'offre d'accompagnement des porteurs de projets à impact social dans les phases pré-incubation, incubation, et même jusqu'au point de développer leur prototype, d'aller sur le marché, faire le go-to-market. Ça, aujourd'hui, une offre réelle et sérieuse existe. Les résultats du baromètre montrent effectivement que dans la phase croissance, la phase accélération des projets, le fait d'avoir des social business models qui sont économiquement viables, qui sont économiquement sustainable et qui génèrent de l'impact, ça, effectivement, on a un chantier devant nous dans la production de ce système d'accompagnement qui est très concentré sur l'accélération. Alors, par rapport à la question du financement, les résultats ont montré la prédominance des subventions publiques et des sources propres pour financer les initiatives d'innovation sociale. Alors, c'est là où il y a clairement un chantier important pour dire qu'il y a une discordance, il y a un grand hiatus entre les mécanismes de financement actuels disponibles et le besoin du terrain. On ne peut pas continuer à financer des projets d'innovation avec des mécanismes de financement conventionnels. On ne peut pas continuer à proposer et à soutenir les business plans quand on a un projet qui sort totalement du carré parce qu'il est totalement innovant. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, entre les ambitions affichées, les innovations mises sur le terrain, on ne retrouve pas les mécanismes de financement appropriés. Parce que tout simplement, on a des langages de programmation différents chez les uns et chez les autres. Encore une fois, il n'y a pas un qui a raison, l'autre qui a tort, mais c'est tout simplement chacun dans son mode de raisonnement est très légitime dans sa pensée. Et donc, il y a très clairement, on n'a pas de recommandation là-dessus, mais on a un chantier à ouvrir pour dire, regardez tout le potentiel que pourrait avoir l'innovation sociale en termes d'impact socio-économique pour notre pays. Par contre, il va falloir à ce qu'on soit innovant aussi en termes de proposition de modèles de financement, mais aussi de consommation des sources de financement. Parce que le porteur de projet aussi, il va falloir à ce qu'on questionne cette attraction aux subventions publiques. Est-ce que c'est aujourd'hui le moyen le plus approprié pour lequel il faut continuer à avancer là-dessus ? On n'a pas la réponse, mais c'est une piste de réflexion. Absolument. Vous me tendez une belle perche, Manel, par rapport aux porteurs du projet, parce que l'un des chantiers également qui nous attendent, effectivement en tant qu'acteurs, toutes et tous, c'est promouvoir le leadership du porteur du projet, et c'est quelque chose qui a été souligné par le baromètre. La personne centrale au sein de l'équation, Hamil Mashroua, comme on dit, le porteur du projet. Je sais que les programmes d'incubation aujourd'hui qui existent, ils proposent des modules spécifiques dans le renforcement du leadership, soft skills, capacité à travailler en équipe, etc. Mais apparemment, c'est bien, on le fait, mais dans les résultats qui nous sortent, ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que peut-être il faudrait se reconcentrer sur cette partie soft skills et leadership du porteur de projet pour pouvoir l'inculquer autrement, pour pouvoir la transférer au porteur du projet autrement, parce que c'est lui la pièce centrale derrière la réussite de l'innovation sociale ou pas. Si autour de lui, que son équipe se réunit, si autour de cette personne que les partenaires se réunissent, c'est à cette personne qu'on fait confiance en général. Et du coup, si elle n'incarne pas la posture de leadership nécessaire, en général, le projet d'innovation rencontre des difficultés. Alors, toujours dans la suite de cette idée-là, et je vais terminer peut-être avec une note un petit peu anecdotique sur cette question de leadership, il faut qu'on sorte
les porteurs de projets de cette posture d'argumentaire, de victimisation. On est là pour aider les populations défavorisées, on est là pour sauver la biodiversité, pour ceci, pour cela. Et donc, de manière beaucoup plus percutante, il faut accompagner les porteurs de projets à développer un argumentaire social, mais économique. L'argumentaire social est là. Il est même un petit peu trop botoxé. Mais on a besoin à ce que les porteurs de projets soient de vrais hommes et femmes d'affaires qui parlent business aussi. Aujourd'hui, ce sont de vrais porteurs de causes sociales. Et ils excellent en faisant ça. Par contre, on a besoin de vrais hommes et femmes d'affaires qui parlent un langage business. Parce que l'innovation sociale a cette caractéristique de moteur économique qui ne va pas engendrer des dommages collatéraux sur le plan social, mais qui va au contraire enclencher des impacts positifs. Et donc, c'est là où il va falloir à ce qu'on lance un chantier dans les dynamiques d'accompagnement des porteurs de projets, d'entrepreneuriat social, etc., à ce qu'on blinde un petit peu plus le volet économique, je dirais farouche, un petit peu des porteurs de projets. Voilà. Juste une toute dernière note. D'ailleurs, c'est peut-être, on a pris du temps, et c'est que si vous sentez effectivement qu'il y a de la richesse, attendez de lire le grand rapport. Et ce n'est même pas 15% ou 20% effectivement de ce que l'équipe a produit. Et d'ailleurs aussi sur le slide suivant, peut-être on vous appelle et on vous interpelle aussi que vous pouvez effectivement retrouver un grand rapport, le grand rapport du baromètre, mais aussi une synthèse pour ceux qui préfèrent aller directement à l'essentiel. Et ces publications seront effectivement prêtes à partir du début novembre. Et merci beaucoup. Merci. Je voudrais que, justement, vous pouvez continuer à applaudir parce que je tiens à souligner l'immense travail qui a été fait par la Fondation Abdelkader Ben Saleh et HEM Research Center pour ce baromètre. Merci beaucoup. Je pense que c'est nécessaire. Félicitations à vous pour ce très beau travail de co-construction et pour la richesse de ces apprentissages. Je voudrais à présent donner la parole aux représentants des deux organisations qui sont là aujourd'hui pour apporter un regard sur ces apprentissages-là, en la personne de Madame Rahmouni, qui est directrice de Social Innovation Lab à l'UM6P, et de Monsieur Rsal, cofondateur et membre du bureau du CMERES. Ma question à tous les deux, c'est qu'est-ce qui retient votre attention dans les apprentissages, les premiers apprentissages de ce premier baromètre social, et est-ce que votre compréhension de l'état de l'innovation sociale au Maroc rejoint les apprentissages de ce premier baromètre? Qui veut commencer? Madame Rahmouni. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par remercier la Fondation Abdelkader Ben Saleh donc de cette très très belle opportunité pour cette initiative, je dirais, plus que louable, parce que louable reste quand même un terme, je crois, assez minime par rapport à ce point d'étape qui a été fourni par le baromètre de l'innovation sociale. C'est, je dirais, qui inclut, on peut dire, benchmark, veille stratégique, outils de décision, et qui nous permet de nous situer. Et effectivement, justement, je commencerai par votre dernière question. Deuxième question, on est totalement alignés. C'est-à-dire que, et on est très très heureux que cet effort de conceptualisation ait été fourni. Et on est, je le dis très bien, on est prêt à apporter toute l'aide, le support dans une approche cross-silo pour effectivement continuer donc avec la Fondation Abdelkader Ben Saleh, donc cet effort effectivement de conceptualisation et de mise en place, et je dirais même de structuration en toute modestie et humilité. Ce n'est pas point dans un esprit de co-construction. Absolument, co-construction. Alors moi j'aurais peut-être un point d'introduction, point de constat et point de conclusion à partager pour répondre à votre question. Alors mon point d'introduction, on est effectivement
effectivement alignés. Quand on parle d'innovation sociale, la tâche, elle n'est pas de survivre, parce que mes réponses, je vais les apporter compte tenu du travail de terrain, comme je l'ai dit, que ce soit au Maroc ou en Afrique, parce que déjà au Maroc, il m'a été donné de le sillonner, je le dis toujours, dans ses hauteurs, profondeurs, largeurs, longueurs. Et donc la tâche n'est pas de survivre, parce qu'effectivement, il y a cet amalgame. Et parfois, on est avec des partenaires et quand on commence à leur parler, ils nous reçoivent en tant que Social Innovation Lab. Dans leur tête, on vient avec des petites solutions, vous voyez. Mais ce n'est pas le cas. Là. Accessoires et cosmétiques. Absolument, accessoires et cosmétiques. C'est-à-dire avec une vision un peu réductrice de ce qui se fait réellement à travers l'innovation sociale. Donc, je disais, la tâche n'est pas de survivre, mais d'envisager un nouveau cycle, je dis bien cycle, pas modèle, mais cycle de développement qui doit être efficient et qui doit être durable. Ce qui nous amène à la mise en place d'un business model hybride, vous l'avez dit, professeur, c'est-à-dire que c'est pas, on est dans une sorte, effectivement, c'est-à-dire que l'innovation sociale doit être aussi réfléchie en termes d'entrepreneuriat social. Entrepreneuriat social. Une coopérative, c'est de l'entrepreneuriat social, mais on part d'une coopérative nouvelle génération. On ne parle pas des coopératives qui sont dans une, il faut dire, vision de misérabilisme. Je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Mais on a aussi des coopératives, c'est-à-dire, voilà, 4.0 et peut-être qui seront même, qui aideront le Maroc, je le dirais bien. On a parlé de soft power ce matin, j'en suis plus que convaincue, parce que le Maroc s'érige en bateau amiral sur le continent. Et je crois qu'effectivement, tous ces efforts d'innovation sociale, je dirais, cette dynamique, c'est au-delà d'une tendance, on peut dire que c'est une tendance lourde. Donc, qui va aider effectivement le Maroc dans sa diplomatie humanitaire et en tant que soft power. C'est très important. Alors, c'est-à-dire quand on parle que la tâche, c'est d'envisager un cycle de développement efficient et durable, ceci nous amène à mettre en place des business. Et l'innovation sociale doit être pensée comme business model hybride. Hybride, je dirais socio-économique et écologique. Parce que si je parle de notre cas, parce que je suis là aussi pour partager l'expérience, nous intervenons dans tous les secteurs avec deux axes transverses qui sont le genre et le changement climatique. Vous voyez, donc c'est très important. Alors aussi, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans un changement de mentalité, on est dans un growth mindset. C'est-à-dire c'est le changement carrément de paradigme. C'est opérer ce shift de paradigme. Et effectivement, en joignant nos efforts à tous, on pourra et on va, non seulement, mais on va y arriver. Et c'est le premier engagement que nous allons prendre aujourd'hui. C'est effectivement aller vers ce shift de paradigme, c'est-à-dire pour, en quelque sorte, explorer l'inconnu. Parce que l'innovation sociale, je ne suis pas en train de philosopher ou de faire de la poésie, c'est explorer l'inconnu. Parce que quand on a parlé ce matin de co-construction pour dire qu'il n'y a pas de co-construction, si, il y a de la co-construction qui s'opère sur la base de l'intelligence collective d'abord, puis collaborative, puis communautaire. Et nous le pratiquons tout le temps. Et puis je peux vous dire, c'est-à-dire quand je dis explorer l'inconnu, parce que vous savez, quand on reçoit les communautés, quand je suis avec Mezhara, quand je suis avec La Hafeda, quand je suis avec Abdelrazak, et quand on les reçoit à UM6P pour déjà codéfinir d'abord la problématique, vous savez, on est en train d'explorer l'inconnu. Parce que vous savez, ces gens qui sont au fait de leurs problématiques en termes d'agriculture, en termes d'éducation, de transport scolaire, en termes, vous savez, de santé, c'est des gens, des fois, ils nous mettent au fait de choses que nous ne connaissions même pas. Vous savez, quand je vous donne juste un exemple, on a commencé à travailler sur l'orge Farhamna, d'accord, la chaîne de valeur, l'upgrade des chaînes de valeur agricoles Farhamna, l'orge. On reçoit effectivement avec les petits fermiers, les small holders. Et donc, on reçoit ces gens, ces petits fermiers, des dames. Et puis nous, bien sûr, du haut de toutes nos connaissances, on commence à leur dire, oui, on va commencer par voilà, comment transformer et valoriser. Mais je me rappelle très bien, il y a Mouizara qui s'est levé et me dit, mais شوف بنتي راه المشكل راه كثر داك الشيء راه الزريعات تخلطات. Ça veut dire qu'il fallait travailler sur le patrimoine génétique, vous voyez. Et du coup, on a commencé notre chaîne de valeur, alhamdoulilah, et ça s'exporte maintenant, le concept en Afrique. Donc, c'est l'upgrade de la chaîne de valeur agricole depuis le patrimoine génétique jusqu'à l'assiette du consommateur.
Autre chose qu'elles nous disent, ces femmes, bon, il y a la Hafida qui me dit, mais l'emballage, là, on a mouchkil في الكارت. Ça me dit comme ça, on a mouchkil في الكارت. L'emballage, elle me dit, oui, l'emballage, on est obligé d'importer parce que l'emballage qui existe, qui est sauf, vous savez ça. Donc, du coup, on a réfléchi jusqu'à l'emballage avec une structure. Vous voyez, c'est ça. Et c'est en intégrant ces gens au jour le jour dans tous ces process. C'est ce que j'appelle, d'abord, c'est cette intelligence collective, puis collaborative, puis communautaire. Et d'ailleurs, c'est aller toujours travailler avec le potentiel, c'est-à-dire on va toujours sur des produits locaux, quels qu'ils soient. Vous savez, les produits ou les connaissances locales des territoires, c'est l'innovation communautaire. C'est ce génie, vous savez, des territoires et des communautés. Et donc, on a parlé de nouveaux modèles de développement qui doit s'ériger en espace d'éclosion de nouvelles façons de faire, mais avec les communautés et bien sûr au centre, la femme et la jeune fille. C'est très important. Alors, je dirais souvent que les femmes, quand vous leur faites confiance, vous savez, cette confiance, vous leur parlez leur langage. Vous savez, je vais vous dire, des fois, on m'a posé la question sur... on a reçu un groupe de jeunes Africains, ils me disent, cette confiance. J'aurais dit, écoutez, cette confiance, c'est de boire dans le même verre qu'une dame, parce qu'il n'y a pas... On a soif et on doit boire. Je suis désolée, vous savez, c'est ce que je dis, peut-être vous allez dire, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, mais en quelque sorte, quand elle vous tend le verre, et vous prenez le verre et vous buvez de son verre, parce que vous savez dénigrer cette femme, c'est que vous avez tout pratiquement, tout faussé, et tout biaisé dès le départ. Donc, je suis désolée de rentrer dans certains détails, mais je crois que c'est très important donc, de parler de ces aspects-là. Et Bouchra, juste pas pour compléter, mais juste pour souligner que Ayman, évidemment, abondait aussi dans votre sens, vous abondez dans le même sens qu'Ayman, sur la territorialisation des enjeux et sur les forces vives du territoire comme porteuses de solutions des innovations sociales. Absolument, c'est ce que je dis d'ailleurs la semaine dernière, vous savez, en Sionne, on a fait d'ailleurs, Hanan va sourire, on a fait pratiquement en 2 jours de Kala, Abdar, Hamna, vous voyez. Et puis des fois on nous dit oui, c'est vrai, il faut, parce que c'est-à-dire il y a la codéfinition de la problématique, la co-construction de la solution, l'implémentation du proof of concept, et on réplique. Je suis désolée de donner l'exemple qui est un peu lugubre, et on l'a connu. C'est comme un tremblement de terre. Les répliques se suivent mais ne se ressemblent pas. Et je leur dis, c'est pas seulement Maroc, Tunisie ou Algérie ou Afrique. Où il faut non, c'est au sein du Maroc. Je leur dis, vous savez, les Sharda, c'est pas les Bni Ahmed, c'est pas les Bni Hassan. Vous savez, c'est tout. Vous savez, vous allez, la façon de voir. Et puis, il faut aussi savoir approcher ces communautés. Vous voyez, vous avez parlé des freins qui sont psychologiques, politiques, etc. Mais il suffit qu'une personne vous devance dans un village pour qu'on leur dise vous voyez, elles vont remonter, vous savez, monter vos femmes contre vous. Mais l'astuce, c'est effectivement de voir qui est le leader et d'organiser ça en présence et de dire que c'est pour tous. Justement, je sais que... Alors, autre chose, je voudrais insister, on parle beaucoup d'inclusion, mais moi je dirais inclusivité. Parce que l'inclusion, quand j'inclus quelqu'un, c'est comme si je lui étais supérieur. Mais l'inclusivité, c'est que je reconnais le potentiel de la personne. Et il y a aussi la dignité des gens, c'est le plus important. La dignité dans la santé, dans le transport, c'est très très important. C'est-à-dire que quand on pense innovation sociale, il faut réfléchir parce qu'il y a sa dignité dans le service. Voilà, donc ça c'est mon point d'introduction. Je vais y aller vite fait. Écoutez, j'ai griffonné, mais alors maintenant, on se lasse pas de vous écouter. Mais je vous remercie. Alors, le point, effectivement, pour revenir à ce que nous apporte effectivement le baromètre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est veille stratégique, c'est un outil de décision, mais je vous remercie aussi de nous aider tous d'apprendre à comprendre. C'est ça le baromètre, ce qu'apporte le baromètre. C'est d'apprendre à comprendre, et vous le faites avec je dirais, une humilité épistémique. L'humilité épistémique, vous sortez de tout ce qui est constructiviste, tout ce qui est déductif, hypothétique, et vous nous dites c'est la subjectivité. Et je crois que la subjectivité, vous l'avez dit, professeur, est importante. Donc, et c'est ce que j'appelle cette humilité donc, épistémique, le fait de s'adapter à l'interlocuteur. Je tiens à vous dire bravo. Et aussi, cette humilité du narratif de l'échec de changement. Parce que vous nous dites, voilà ce qui ne marche pas, voilà les freins. Et donc, vous nous mettez dans une sorte d'approche. Vous combinez, c'est-à-dire ce que je ressens, ce que je retiens. Je suis désolée, je ne suis pas en train comment dirais-je, de compléter ou quoi que ce soit, mais pour vous dire,
c'est dans cette approche en même temps défensive et proactive. Défensive parce que vous nous aidez à anticiper les challenges. Proactive, c'est effectivement donc cette importance à travailler sur, comment dirais-je, apporter des solutions. Donc, et comment aider à apporter des solutions. Aussi, donc, alors mon point de conclusion, vous voyez, donc j'étais brève, je suis désolée, j'avais beaucoup d'éléments, mais en tout cas on pourra échanger tout à l'heure. C'est que mon point de conclusion, je vais le dire encore, je ne fais pas de la poésie, mais ou la prose non plus. L'innovation sociale, c'est une formule chimique. C'est une formule chimique pour un résultat magique. Vous avez le sens de la formule. Il y a la rime, c'est pour ça, il y a la rime. C'est pas naïf, c'est pas anodin, mais je tiens à le dire et à le répéter. Il y a des jeunes qui sont en face de nous, je tiens à vous le dire. Je le dis, c'est une formule chimique parce qu'elle est complexe. Elle n'est pas compliquée. Parce que vous savez, l'être humain, quand vous avez sa clé, c'est facile à faire. Mais je le dis, je le répète, c'est une formule chimique pour un résultat magique. Vous savez, magique, pourquoi magique? Parce que non seulement on apporte des transformations en termes sociaux, mais aussi sociétales. Parce que quand on travaille sur le transport scolaire, rural, durable et de qualité, on est en train de travailler sur le droit à l'éducation. Quand on lance le centre d'intégration de la jeune fille victime de l'abandon scolaire et du mariage précoce, et je tiens à saluer, je vois un collègue et grand partenaire, c'est Aziz Mendi, avec qui on travaille beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à cette thématique. Donc cette intégration de la jeune fille victime du mariage précoce et de l'abandon scolaire, je dis que c'est le droit de la femme à la capacitation de cette femme. Parce qu'on ne l'autonomise pas, on la capacite. Et la capacitation était un mot-clé dans le nouveau modèle de développement. Parce que, vous savez, et pourquoi je parle de ce mot? Parce que souvent, dernièrement, vendredi, on était en réunion avec un groupe ministériel européen dans les assemblées générales. Et le problème, parce que l'échange était en anglais, mais il y avait l'autonomisation dérangée. Ce n'est pas autonomisation, c'est parce qu'on a parlé de la femme. C'est capacitation. Capacitation dans le sens où la femme, elle a un potentiel. Vous savez, la femme n'est pas un sous-homme, elle a un potentiel. Il suffit juste de lui donner les éléments, les compétences et de renforcer sa capacité. Et je terminerai aussi dans ce point de conclusion, c'est que souvent quand on pense innovation sociale, business model hybride, plusieurs solutions, il faut les réfléchir de façon dynamic system, c'est-à-dire dynamique système. Parce que il faut que tous les projets s'imbriquent les uns dans les autres dans un territoire. Et je vous remercie. Une formule chimique pour un résultat magique. Je pense qu'on va la réutiliser souvent, celle-ci. Merci beaucoup. OK, copyright UMC Space, c'est chose dite. Merci beaucoup, Bouchra. Si, j'aime. À vous. Merci, Radia. Je tiens à remercier la Fondation Ben Salah de m'avoir invité à ce panel et avoir effectué ce baromètre d'innovation au Maroc. Donc, avant de commencer, j'aimerais présenter le CMERES. Le CMERES, c'est le Centre marocain de recherche sur l'entreprise sociale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la recherche-action sur l'entrepreneuriat social et les acteurs de l'entreprise sociale. On essaie de caractériser l'entrepreneuriat social et on fait l'incubation et accélération des projets à caractère social et à impact social. Donc, notre conception de l'innovation sociale, elle va en parallèle avec notre conception de l'entrepreneuriat social. Notre point de départ, c'est à chaque fois l'entrepreneuriat social. C'est quand un entrepreneur ou un acteur engagé cherche à avoir un impact social sur une population défavorisée. Donc, pour avoir cet impact social, il a besoin de trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants ou des besoins latents que même les populations ne sont pas capables de déceler. Parce que parfois, on a des populations qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas l'identifier ou la racine du problème. Donc, c'est un problème latent. Et en le découvrant avec des acteurs engagés, déjà, je vais parler toujours d'acteurs engagés, parce que souvent, c'est des personnes qui ont besoin de changer ce qu'il y a autour d'eux. Donc, soit leur communauté, soit une situation qu'ils vivent. Donc, cet entrepreneur social, il a une double mission ou double casquette. Il a une mission sociale, on souligne une mission sociale avec un impact social,
qui est là. Mais pour arriver à accomplir cette mission sociale et assurer sa pérennité, il a besoin de financement. Donc, deux choses ou deux solutions se présentent. Soit il recourt à des financements externes, des bailleurs de fonds, comme on a dit, des initiatives gouvernementales. Dans ce cas, son initiative ou son innovation sociale va rester dépendante du financement. Dès qu'il n'y aura plus de financement, l'innovation sociale s'arrête. La deuxième solution, c'est d'adopter un business model, comme a dit Mme Bouchra, un business model hybride avec une double mission. Mission sociale, c'est l'impact qu'il cherche à avoir sur la population défavorisée, et une lucrativité limitée. Pourquoi je dis lucrativité limitée? Parce que la lucrativité est réservée au secteur privé. On a les trois secteurs, l'État, le secteur privé et le tiers secteur, où sont regroupés tout ce qui est l'ESS, l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les associations et les mutuelles. Il doit se positionner à l'intersection des trois secteurs. Donc, il doit prôner le bien-être social, résoudre un problème dans tout ce qui est soit la santé, soit le chômage, soit l'éducation, avoir un esprit du privé, c'est-à-dire avoir suffisamment de ressources pour soutenir sa mission principale, qui est la mission sociale, et agir avec, pas l'engagement, le discernement du tiers secteur, mais avec engagement, avec implication et engagement. Pour le baromètre, il nous a permis de conforter notre vision que nous avions sur l'innovation sociale. Nous, on la voyait à partir du spectre de l'entrepreneuriat social, donc à travers ces initiatives. Et ce baromètre nous a permis d'avoir une vision chiffrée, avoir un tableau de bord qui nous permettra de suivre l'évolution de cette innovation sociale. D'ailleurs, parmi les points les plus saillants, c'est 39% des initiatives d'innovation sociale sont liées à l'inclusion socio-économique. Donc, c'est ce qu'on conforte notre première vision. Les projets socialement innovants sont initiés par les associations et les coopératives. Ça relève, c'est un point positif ou négatif? À qui vous posez la question? À tout le monde. Est-ce que le fait que la majorité des répondants qui Seulement 23% des projets socialement innovants sont initiés par des associations et des coopératives. Est-ce que c'est bien ou pas? Oui. Je pense qu'il faut se donner d'abord une légitimité pour donner un jugement sur cela. Ouais. Maintenant, ça me paraît comme un résultat évident parce que dans la définition de l'innovation sociale, il y a un grand amalgame entre ce qui est innovation, qui devrait l'apporter, c'est quoi l'entrepreneuriat social, et donc forcément, on va plus retrouver cette notion-là hébergée chez les associations que dans d'autres formes de structures. Ça me paraît cohérent avec la perception mitigée, ou peut-être différente, mais ça me paraît tout à fait normal. Ouais. Par contre, le fait que ça ne soit pas porté par d'autres acteurs qui y voient un intérêt compétitif, économique, beaucoup plus que social, ça c'est un point sur lequel il va falloir interroger les acteurs économiques sur cette question-là. Donc, merci pour votre éclaircissement. Oui, madame? Écoutez, moi, j'aurais dit oui, peut-être si on avait Copag, comme le Doliprane, Copag 1000, vous voyez, ou Copag 500, dans ce style. Je ne dis pas, mais c'est juste pour donner l'exemple. J'aurais dit oui si toutes ces coopératives avaient des plans de renforcement de capacité et de compétences, assistance technique, etc. Donc, dans ce cas, ça aurait été quelque chose de positif. D'accord. Mais en tout cas, bravo à toutes les coopératives qui font l'effort compte tenu de leurs moyens et compte tenu de ce qu'elles savent et compte tenu. C'est très important de le souligner parce qu'elles ont besoin d'accompagnement. Une fois accompagnées, je crois qu'elles feront des miracles. La recette magique. La recette magique.
Donc, pour continuer, notre perception de l'innovation sociale qu'on voit à travers le spectre de l'entrepreneuriat social, dans nos programmes et dans nos programmes d'incubation et d'accélération, on essaie d'adopter l'innovation sociale et l'inculquer, entre guillemets, inculquer, à travers une deuxième logique entrepreneuriale. En entrepreneuriat, il y a deux logiques. Il y a la logique causale, que vous connaissez tous. On a des moyens, on a un objectif à atteindre et on cherche des ressources. Si on a les ressources pour atteindre cet objectif, on commence. Si on n'en a pas, on s'arrête. La logique effectuelle, c'est faire avec ce qu'on a. Par exemple, j'ai envie de vous inviter, par exemple, d'inviter ce panel. J'ouvre le réfrigérateur, je trouve juste des spaghettis. Donc, je demande à Manal d'amener du fromage, à Bouchra d'amener de la viande hachée, à Radia d'amener du parmesan et à Ayman de cuisiner. Donc, avec ce que j'ai au départ, oui. Donc, avec cette logique d'effectuation, je commence avec ce que j'ai et après, je recherche des partenariats. Je pourrais commencer. D'ailleurs, ça enlève le premier frein à passer à l'étape suivante, à la mise en action. Donc, cette logique de faire, cette logique d'effectuation, on essaie de la mettre en place avec, en leur inculquant en soft skills, le design thinking, les méthodes de résolution de problèmes, notamment les problèmes sociaux. Et donc, on essaie de concocter un business model provisoire, parce que normalement, le business model ou le business plan qu'on effectue au départ n'est pas figé. Il doit être dynamique. Au départ, on est seul avec les moyens de bord. Après, il faut ramener d'autres partenaires qui peut-être nous ont fait confiance ou pour avoir de la légitimité. Et avec, on recueille davantage de bénéficiaires et c'est là qu'on commence à faire la co-création et remodeler notre business model. Donc, l'idée ou le besoin initial à satisfaire, il change avec le temps et il change avec l'introduction des partenaires, avec l'introduction de nouvelles ressources. Quand on parle de ressources, on n'a pas besoin de ressources juste financières. On a besoin de personnes ressources, des personnes capables de nous donner de la légitimité, des personnes, comme on a cité dans l'étude, pour les ressources humaines, capables de gérer. Et on a aussi ce problème de gouvernance. On pourrait avoir des financements, mais à cause d'une mauvaise gouvernance, ou par exemple les associations n'ont pas un conseil d'administration ou de la gouvernance, on n'arrive pas à drainer les investissements nécessaires. On a l'idée, l'impact social, les bénéficiaires, le business model, mais ça cale au niveau de la gouvernance. Donc les bailleurs de fonds ou n'importe quelle initiative seraient bloqués ou pas encouragés à intégrer notre solution. Vous avez, je crois que j'ai vu ça parmi les freins. La gouvernance. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est notre conception de l'innovation sociale. Et nous représentons une région qui n'a pas fait l'objet de l'étude, mais ça reflète effectivement ce qu'il y a au niveau régional. Au niveau de la région de Fès-Meknès, c'est presque, on peut généraliser les résultats. Donc, je vous félicite davantage encore. Merci Bouchra, merci Hicham, merci. Je voudrais à présent aborder la deuxième partie, la dernière partie de notre échange. Je sais évidemment que la Fondation Abdelkader Ben Saleh et H&M Research Center n'ont absolument pas envie que cette première édition du baromètre reste lettre morte. C'est un outil pour les acteurs de l'écosystème. C'est un travail de mémoire qui va rester dans la compréhension de l'évolution de l'innovation sociale, mais c'est également un outil dans lequel peuvent s'inscrire les acteurs de l'innovation sociale pour faire avancer. Ma question à chacun et chacune d'entre vous à présent, c'est comment, au sein de vos organisations respectives, vous pourriez vous appuyer sur les chantiers qui ont été communiqués au sein de ce baromètre dans le cadre des travaux de vos organisations respectives. Comment vous allez faire bon usage de ce baromètre de manière à ce que aussi, puisque on est dans la logique des promesses tenues, de quelles réalisations pourrions-nous parler l'année prochaine, Inch'Allah.
Merci, Ayman. Démarrons en premier, Oui. rapidement. On me fait signe qu'on dépasse le temps, mais Justement, pour rapidement faire ça et donner l'opportunité d'interagir avec notre public, bon, pour nous, à la Fondation Abdelkader Ben Saleh, c'est assez clair. Les résultats de ce paramètre vont verser dans les différents programmes que nous avons déjà au sein de la Fondation. Ils vont nous permettre d'aiguiser nos interventions. Par exemple, par rapport à notre système d'incubation sociale, Dar al-Ibtikar, avec nos labellisés, par exemple, laissés présents, Safi Moubadara, par exemple, et autres labellisés qui vont venir, les résultats du baromètre vont nous renseigner sur aujourd'hui quel point il faudrait que l'on s'y intéresse particulièrement dans le programme d'incubation. Ça va améliorer notre parcours d'incubation. Par rapport au programme Académie, effectivement, la question du renforcement des capacités est apparue, la question de leadership du porteur du projet est apparue, dans le cadre de nos actions de formation, renforcement de capacités, dans le cadre de nos formations exécutives pour les praticiens et dans le cadre de nos séminaires d'initiation à l'innovation sociale. Le baromètre aujourd'hui nous oriente vers les priorités de formation dont les acteurs ont besoin. Par rapport à notre programme WeChange, par exemple, qui est effectivement le programme de communication et de vulgarisation de la culture de l'innovation sociale pour toutes et tous, effectivement, le baromètre nous renseigne aussi sur des thématiques précises que l'on mériterait ou qui méritent d'être approfondies par exemple, notre émission Les Engagés d'innovation sociale, nos podcasts, notre contenu audiovisuel et notre programme de solidarité Tadamon va certainement bénéficier des résultats du baromètre parce que nous travaillons avec des associations partenaires sur le terrain et avec le baromètre et ses précisions territoriales, ça va nous permettre d'aiguiser notre politique de solidarité par région, par territoire, là où nos partenaires existent. Certainement, et d'ailleurs nous sommes à la veille de la préparation peut-être de notre feuille de route pour l'année prochaine, 2024, c'est effectivement quelque chose sur lequel on va se baser pour pouvoir faire notre feuille de route. Merci. Et je vous le souhaite. Merci beaucoup, Ayman. Qui voudrait intervenir? Manel? De notre côté, c'est sûr qu'un baromètre n'est pas fait pour être et s'arrêter à une V1. Alors nous avons construit ce dispositif de collecte de données pour justement pouvoir avoir les mêmes structures de résultats, mais en évolution 2024. Ça veut dire que très pratiquement, il y a cette volonté d'avoir les mêmes chiffres pour l'année prochaine, mais nous avons une volonté, c'est parmi les chantiers sur lesquels on est en pleine discussion aussi par rapport à ce paramétrage conceptuel, d'aller cette fois-ci explorer le comment. Jusqu'à présent, on a cherché le quoi, avec des données statistiques qui sont significatives certainement, mais qui ne nous renseignent pas sur le comment. Et on était bien conscient de cela et on s'est mis le comment, ça serait bien de l'avoir en deuxième version. Ça veut dire, notre souhait, c'est que les prochains baromètres puissent aller faire un vrai deep dive dans les vécus des acteurs pour aller chercher à comprendre, dans une logique, encore une fois, épistémologique plutôt exploratoire cette fois-ci, de comprendre les freins, les leviers, les accélérateurs, les définitions, mais cette fois-ci, aller les chercher avec les propres mots des acteurs. Parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté sur plusieurs autres projets au sein de HM Research Center, notamment sur la question du genre, et j'ai constaté que c'est une thématique qui interpelle beaucoup, the Lived Experience Index. Et donc justement, ça serait excellent si on arriverait à avoir le Social Innovation Lived Experience Index. Il n'y aura pas de copyright là-dessus, ça serait en open access. Mais notre volonté, c'est d'aller explorer les expériences vécues des acteurs pour pouvoir comprendre encore plus cette question d'innovation sociale. Ça, c'est sur le côté recherche. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs dans le milieu académique, nous avons aussi cette vocation d'enseigner. Donc le baromètre, moi, très clairement, c'est quelque chose que je mets dans les cours d'innovation sociale et dans les cours aussi de RSE globalement, parce que très rares sont les programmes qui ont des cours d'innovation sociale dédiés uniquement et exclusivement à cela. Et nous avons la chance d'avoir des doctorants et des enseignants avec nous. Donc très clairement, ça s'enseigne. Et donc, nos étudiants qui sont les futurs managers qui arrivent demain sur le marché de l'emploi ont besoin aussi de matériel pédagogique adapté à leur réalité qu'ils voient.
et qu'on les prépare à la réalité managériale qu'ils vont devoir gérer plus tard. Donc il y a ce devoir d'enseignabilité. Et puis nous avons aussi dans nos devoirs la publication de travaux académiques. Et donc, justement, j'ai signalé tout à l'heure les travaux de Selma Idrissi Boutaïbi, les travaux de Youssef Ouazouz qui conçoit aujourd'hui un modèle de mesure d'impact. Tout ce que nous faisons aujourd'hui verse vers cette conceptualisation et cette contribution académique à la compréhension d'un phénomène qui nous intéresse, et donc de tirer vers le haut les niveaux de débat en apportant des lectures des fois un petit peu déstabilisantes, mais en apportant aussi des grilles d'analyse. Et c'est clairement vers ça où on voit un petit peu la vie du baromètre un peu plus tard, sur ces trois volets, enseignement, recherche, mais aussi mise à disposition d'outils au profit des acteurs. Merci beaucoup, Manel. Bouchra ? Alors comment effectivement, c'est-à-dire... vous appuyez. Absolument, c'est-à-dire sur le baromètre, déjà, c'est-à-dire le baromètre aide à capter un mouvement. Parce que déjà, on parle de l'innovation sociale en mouvement, et en tout cas, vraiment, je peux vous dire top bravissimo, parce que c'est quelque chose qui aide à capter un mouvement et qui va aussi, c'est-à-dire, en quelque sorte, ça a permis une dilatation du regard, vous savez, parce que des fois, on est focus sur ce qu'on fait, mais là, c'est une sorte de dilatation du regard qui va nous aider. Tout à l'heure, j'ai dit apprendre à comprendre. Mais parfois, on a cru qu'on a compris. Là, je philosophe. Donc, c'est comprendre notre propre compréhension. C'est très important. C'est des termes, peut-être, mais c'est ce que m'inspire. C'est peut-être regarder d'un œil nouveau. Nouveau, c'est comprendre notre propre compréhension. Et aussi, ce qui est maintenant plus, c'est-à-dire terre à terre, c'est-à-dire qu'il est question d'un contenu notionnel, contenu conceptuel, et prendre tout ce contenu expérientiel, je dirais aussi émotionnel, et aller vers la documentation de nos pratiques. C'est très important pour nous, parce que bon, c'est vrai qu'on commence à travailler sur des études de cas, sur nos propres expériences. C'est très important pour que, effectivement, que la connaissance sorte d'un pays du Sud, avec d'autres pays du Sud, vers les pays du Nord. C'est très important. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est je le reprends, contenu notionnel, conceptuel, expérientiel et aussi émotionnel. Parce qu'on ne peut pas parler innovation sociale sans parler, parce qu'il s'agit d'hommes au centre de cette réflexion. Vous voyez, donc c'est le contenu émotionnel qui peut être traduit par des storytelling, vous savez, et puis bien sûr, par la suite, le knowledge. Et le knowledge management, c'est très important. Des études de cas, des policy notes, des policy papers, des livres blancs, mais c'est-à-dire aller reprendre tout ce que nous avons fait, le documenter, et pour pouvoir le partager sans copyright, avec libre access. Voilà, avec libre access, parce que l'idée première il faut dire, de l'innovation sociale, c'est vrai co-construire, mais pour co-partager, to co-share. Donc c'est ça, parce que pourquoi partager? Parce que nous partageons tous le même destin. Merci. Bouchra. Donc, je rejoins le point de vue de Madame Rahmouni. Donc, pour une première étude, c'est une excellente étude. Félicitations encore pour la Fondation Ben Saleh ainsi que l'équipe qui l'a faite. C'est le ressenti, c'est qu'on a une étude maroco-marocaine. On n'a pas besoin que les autres viennent nous dire ce qui se passe chez nous. Donc, on a une étude qui nous décrit une première description de ce qui se passe, que plusieurs chercheurs adopteront pour approfondir chacun de ces aspects. Il y a plusieurs pistes de recherche et de réflexion pour mieux appréhender ou cerner le concept d'innovation sociale, et puis pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et à la capacité de comment le dupliquer dans plusieurs zones. Donc, si on a une innovation sociale qui a réussi, par exemple, à l'Ayoun, pourquoi qu'on ne l'adopte pas à Dakhla, à Marrakech, à Tanger? Donc, l'essentiel, c'est la capacité à dupliquer et faire bénéficier les autres régions de success stories ou de meilleures pratiques. Et félicitations encore, c'est excellent. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous quatre pour vos inputs extrêmement précieux. La tablette s'est éteinte. Du coup, je n'ai pas accès aux questions, mais je suis sûre que celles et ceux qui en ont posé
voudrais les poser à l'oral, si vous le voulez bien, et j'ouvre les questions au panel, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main pour vous exprimer. Je sais que nos panélistes ont été particulièrement brillants et ont détaillé de nombreux aspects, mais n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Est-ce que c'est l'appel de la pause déj? Ah, Emine. Voilà, exactement, c'est juste le premier qui se lance. Bonjour Emine, est-ce qu'on peut lui donner un micro? La régie a dû l'activer. Oui, c'est bon. La question est rapide, je pense que tout le monde a faim. Copag, vous avez parlé de Copag. J'aimerais bien savoir, en fait, à chaque fois on parle de Copag, mais ils se présentent jamais comme acteurs. Et pourtant, à mon avis, c'est une success story qu'on ne voit jamais, en fait, qu'on n'entend jamais. Est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, de cette success story et comment des coopératives peuvent profiter de cet élancé-là? Voilà. Oui, on peut prendre une autre question avant que nos panélistes répondent. Bonjour, Mouna Qbli. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la qualité de vos interventions respectives. Ma question concerne les instruments financiers. Vous avez parlé d'instruments financiers innovants qui seraient adaptés au secteur. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les pratiques à l'étranger, par exemple, des pays similaires? Quels sont les produits financiers qui ont fait leurs preuves? Merci. Une troisième question, peut-être pour clore et passer aux réponses. Oui, monsieur. Bonjour, oui. Je vous en prie. Bonjour, c'est juste une petite question. Oui, je vous en prie, allez-y. D'accord. Alors, depuis presque une heure, on parle que de ce qui a marché. On parle aussi des success stories. Madame Bouchra aussi, il nous a dit qu'il va faire des storytelling pour tout ce qui est réussite. Est-ce que aussi inverser un peu les démarches et voir les failure stories, ce qui n'a pas marché? Parce que souvent on a cette culture, on ne met en avant que ce qui a été réussi. Est-ce qu'en termes d'apprentissage et dans ce chantier, il vaut mieux pas aussi parler des failure stories et qu'on amène les gens à dire, parce que souvent, quand on réussit, on ne sait pas 100% pourquoi on l'a fait. Mais quand on a échoué, on sait 80% on l'a fait. Donc pourquoi ne pas reconnaître et mettre, et je demande à Madame Bouchard, c'est à l'UMP6 qui fait ses recherches, d'aussi faire une série File Story, pas que le Sexus Story, parce que jusqu'à maintenant, tout est positif. Merci à Madame Bouchard. Merci, monsieur. À vous, mes chers panélistes, qui souhaiterait... Alors, justement, peut-être pour répondre à la question sur la COPAG, je ne me ferai pas le porte-parole de la COPAG, mais peut-être je vais répondre juste compte tenu des échanges qu'on a avec cette coopérative, avec laquelle nous travaillons dans le cadre du COPLAB, parce que je dirige aussi le laboratoire des coopératives au sein de l'UM6P. Alors, donc, quand vous écoutez, et c'est pour ça que j'ai parlé de storytelling, de choses qui marchent, c'est que quand vous écoutez les dirigeants de COPAG, vous prenez 3-4 heures avec eux, parce qu'il nous est arrivé effectivement de se retrouver dans des circonstances où on devait rester 4-5 heures, même 3-4 jours ensemble, soit des retraites, soit des... Et vous savez, quand ils vous parlent, vous vous dites que c'est une étude de cas en termes de résilience, une étude de cas en termes de diversification, une étude de cas en termes de stratégie. Quand cette coopérative vous raconte comment est-ce qu'à un certain moment, elle a dû diversifier parce que, étant donné qu'il y avait de la concurrence, elle ne savait pas quoi faire du lait qu'elle collectait. Et que parfois, le lait allait dans les rivières parce qu'ils n'avaient pas rien à faire avec. Ça, je trouve que c'est, vous savez, avoir ce génie de cette... Moi, je dirais plus, je ne dirais pas que de la résilience plus. Parce que la résilience, c'est revenir à l'état initial. C'est pas revenir là, c'est une sorte de vraiment d'évolution. Donc c'est ce que je peux dire sur la COPAG. Mais en tout cas, ça mérite toute une étude de cas qui devrait être enseignée dans les plus grandes universités mondiales. Alors maintenant aussi, pour revenir à la question sur... alors effectivement, au début, quand j'ai parlé de l'apport effectivement de ce baromètre, j'ai parlé de cette humilité qui fait qu'on nous parle de ce narratif, mais de ce narratif de l'échec de changement.
Vous voyez, c'est-à-dire, on dit que voilà, on initie un changement, ça n'a pas marché. Vous voyez donc, et puis là, on essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire, déjà en soi, quand on nous dit que 39%, déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais quand c'est-à-dire, on voit les défis, les freins, déjà pour moi, c'est une étape. C'est-à-dire qu'on en parle sans complexe, sans complaisance. On se dit les vérités en face. Mais moi, quand je parlais de storytelling, de ce qui a marché, parce que la question qui nous a été posée, c'était par rapport à nos organisations. Mais de toute façon, moi, ce que je voudrais juste préciser, c'est que quand on va sur, par exemple, on doit co-construire une solution. Une de nos tâches principales, c'est un état des lieux. L'état des lieux pour voir ce qui a été initié et ça n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché, vous voyez. Et bien sûr, avec un benchmark pour savoir ce qui se fait à l'international aussi. C'est-à-dire ça, c'est le point de démarrage des ateliers, je dirais pas des ateliers, du voyage de co-construction, parce que ce n'est pas un atelier ou deux ou trois, mais c'est une série. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, mais c'est important de capitaliser. Moi, je parlais du positif par rapport à notre organisation. Maintenant, ce qui n'a pas marché, effectivement, je crois que la réponse déjà par rapport aux coopératives, je crois qu'on est en train de, quand on dit qu'il faut aller au-delà de la survie et du misérabilisme, je crois que ça mérite un panel entier pour répondre à cette question, mais je suis tout à fait d'accord. Si vous permettez, je voudrais juste continuer sur cette question de documenter l'échec. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, sur le fait qu'on a cette tradition de documenter les succès, mais pas les échecs. Et je suis d'accord sur le fait que le meilleur moyen pour réussir est de multiplier ses chances d'échouer. D'ailleurs, nous avons publié l'année dernière un livre à HEM Research Center sur 10 études de cas en innovation sociale. Il est en open access sur le site du centre de recherche. Je vous invite à aller le télécharger. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de trailblazing dans ces cas-là. On n'a pas documenté des meilleurs cas qui réussissent. On a tout simplement documenté des cas qui sont face à des difficultés. Alors pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas, il faut être bien conscient qu'il faut qu'on soit en cohérence avec notre culture et qu'on impulse un changement dans la culture. Et nous devons bien admettre que dans notre culture, l'échec n'est pas un élément qui a toujours été mis en évidence. Ça veut dire venir vouloir documenter l'échec, c'est aller en contre-courant de ce que nous avons l'habitude de faire. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire, mais nous devons le faire, en tout cas tel que nous percevons la chose, avec beaucoup de précautions. Et nous devons inculquer, greffer petit à petit cette culture d'échec. Parce que justement, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Donc oui, pour la documentation de qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, attention à tout le choc culturel que cela peut engendrer et aux effets que cela peut avoir sur le côté émotionnel, sur l'effet sur la société, etc. Nous ne sommes pas du tout la culture, je ne citerai pas de nom, mais d'autres cultures dans d'autres pays qui sont très à l'aise pour parler de l'échec. Maintenant, je pense qu'il y a cette prise de conscience de l'importance de parler de l'échec. Nous sommes sur la voie de vouloir admettre qu'on doit, même sur le pipe que j'ai expliqué tout à l'heure du tunnel troué, j'aurais souhaité à ce qu'on ait aussi un chiffre sur les initiatives d'innovation sociale qui n'ont jamais marché, qui ont commencé, qui ont eu une vie et qui ont dû abandonner le parcours. On n'a pas ces chiffres pour le moment, mais je pense que l'idée est là, elle prend son chemin pour bien mûrir dans l'esprit du collectif. Et ça, c'est très important. Juste un élément de réponse par rapport aux instruments de financiers. Nous n'avons pas fait de benchmark dans le cadre du baromètre, mais l'expérience a montré que le crowdfunding, par exemple, est une solution de financement alternatif. Ça prend son chemin au Maroc. Il y a quelques initiatives. Maintenant, il y a tout l'arsenal juridique qui doit suivre avec ça, sachant que ça ne vient pas en confrontation avec nos habitudes culturelles. Ça trouve écho dans d'autres mécanismes que nous avons l'habitude d'avoir. Donc, a priori, c'est un mécanisme qui ne devrait pas trouver des blocages en termes d'opérationnalisation. Toujours dans l'esprit de répondre à la question de Mme Qabli, effectivement, il y a des instruments financiers à l'étranger qui réussissent, qui donnent fruit. Maintenant, le point en commun, c'est quoi ? C'est qu'avant d'aller monter et développer ces instruments financiers, il y a tout un travail sur la législation et sur le cadre juridique
qui régit effectivement les innovations sociales et l'entrepreneuriat social. Là, nous aurons bientôt une loi cadre sur effectivement l'économie sociale et solidaire qui, j'espère, nous permettra de pouvoir définir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale, de nous donner effectivement des formes juridiques spécifiques et reconnues, qui vont aussi donner aux ONG un statut particulier dans l'espérance que cette loi cadre pousse aussi à avoir un cadre fiscal adapté, par exemple, aux ONG, qui sont les plus grands acteurs d'innovation sociale, on a vu. Une fois, je pense, ce travail législatif et légal fait et terminé, les acteurs de financement vont pouvoir effectivement se baser dessus pour pouvoir sortir avec l'offre de financement. Le crowdfunding a été souligné à juste titre, et d'ailleurs c'est mentionné dans notre baromètre. Aujourd'hui, les acteurs, 40 répondants, ont justement choisi le crowdfunding comme peut-être un principe de financement qui pourrait les intéresser, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fonds capital risque philanthrope, les fonds d'investissement impact social. Il y a aussi des banques commerciales, mais qui ont un agenda philanthropique également à l'étranger, qui développent des financements dans ce sens. Nous avons aussi également des pratiques à l'international, du microcrédit, effectivement, qui réussissent. L'expérience aussi au Maroc, ça fait des décennies qu'elle est en cours, mais je pense qu'avec cette valorisation et ce nouveau statut juridique, même l'activité de microcrédit va pouvoir se développer parce que quand même le terrain serait plus clair par rapport à ça. Merci. Je vous donne le mot de la fin, si Hichem. Oui, je ne voulais pas parler de l'échec entrepreneurial ou les cas d'échec, mais je vais illustrer par mon cas. Je suis un exemple multi-échec entrepreneurial. Mais avant de dire, avant de dire multi-échec, je voudrais dire d'abord que monsieur est d'abord multi-entrepreneur. Il a la capacité d'entreprendre et propre à l'entrepreneuriat, de toujours entreprendre malgré l'échec s'il s'est présenté à lui. Oui. Je pense que c'est important. Pour moi, l'échec, c'est juste une étape. Donc, c'est un projet. On lance un projet, ça marche pas. Je travaille avec la logique de l'effectuation. C'est la perte acceptable. Donc, je lance un projet, je me dis, voilà, pour ce projet, je suis prêt à investir 100 000 dirhams. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, j'accepte de perdre les 100 000 dirhams. Donc, c'est pour limiter la perte. Donc, je lance le premier projet, ça marche un peu, ce n'est pas les bénéfices que je veux, j'arrête. Je lance le deuxième projet, et ainsi de suite. Donc, c'est pas, si on voit tout le processus, ce n'est pas un projet qui a échoué. C'est un apprentissage pour faire l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, si je voudrais te dissuader de faire l'entrepreneuriat, je te dirais non, ça ne va pas marcher, j'ai perdu 100 000 dirhams ou 200 000 dirhams. Donc, juste pour l'anecdote, j'ai perdu 2 millions de dirhams. Donc, mais si je veux t'encourager, je pourrais te dire que malgré mes premières pertes, j'ai réussi en évitant ces erreurs. Par exemple, ne pas accorder de crédit, par exemple, bien s'entourer, ne jamais ramener quelqu'un de la famille, assurer le suivi parce qu'il faut des personnes de compte. Ça, c'est un conseil à 1 million de dirhams. Oui. Donc, on peut réorienter. Donc, si on est dans une logique positive, je vais parler de success story. Je vais vous dire, l'association telle a réussi, voilà comment il a réussi. On va essayer de voir comment dupliquer ce cas. Mais si on commence, par exemple, pour les échecs, on pourrait collecter juste des leçons, sans citer les cas, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché sur les 100 entreprises ou 100 coopératives ou 100 associations. Mais on apprend de l'échec, le multi-échec, mais on se forge et on se construit. Donc, c'est à partir des success stories que ça marche. Et le problème au Maroc, c'est les mentalités. Ceux qui réussissent ne le disent pas. C'est eux qui ont l'impression de réussir qui commencent à raconter. À se la raconter. Donc, si quelqu'un vous dit que j'ai réussi, méfiez-vous. Donc, merci. Merci à vous. Je vous demande d'applaudir nos 4 brillants intervenants pour ce panel que j'ai eu énormément de plaisir d'animer. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je nous donne rendez-vous collectivement, Inch'Allah, l'année prochaine, en espérant voir des résultats d'intégration encore plus élevés et des niveaux d'analyse tout aussi pointus que celui que nous avons eu aujourd'hui. Félicitations encore à la Fondation Abdelkader Ben Salah et à HEM Research Center pour leur initiative. Merci Madame Rahmouni, merci Si Hichem, merci à vous pour votre écoute. Je donne la parole à Tarek N'Gadji.
beaucoup Radia et bravo aussi pour cette brillante animation et modération de ce panel. Merci beaucoup Radia. Je voulais juste vous rappeler, d'abord on aura 1 heure, et pas plus, 1 heure seulement pour le déjeuner et après on reprend les sessions de discussion simultanée. Je les rappelle très rapidement, 5 sessions de discussion simultanée qui nous rappellent justement les 5 défis majeurs auxquels est confronté notre pays. Donc une session sur l'éducation, une autre sur la santé, une 3e sur la culture, une 4e sur l'inclusion et une 5e sur l'environnement. Alors celle qui parlera ou qui tiendra en tout cas compte de l'inclusion, elle restera dans cette salle. Les autres seront dans les salles que vous retrouvez sur le même étage. Et à tout à l'heure.